Dans le fond, là, on est rendu à terminer le thème 3. Fait que le thème 3, dans le fond, juste faire un résumé rapide, ça va être bon pour toute la suite pour bien comprendre. Fait que dans le fond, le thème 3, on parle des dettes de long terme qui sont, dans le fond, des passifs financiers. Fait que là, les passifs financiers, c'est quoi? Dans le fond, les actifs financiers, les passifs financiers, c'est quand que, dans le fond, la seule façon de supprimer de notre bilan, si c'est un actif financier, c'est de recevoir de l'argent ou des actions. Puis si c'est un passif financier, la seule façon de le supprimer notre bilan, c'est en payant de l'argent ou des actions. Fait que, tu sais, mettons, un produit différé, comme on avait vu à la dernière séance, c'est la seule façon de supprimer un produit différé de notre bilan, que produit différé, c'est un passif, ce serait de réaliser soit la livraison d'un bien ou de réaliser un service. Fait que là, vu qu'un produit différé, la façon de le supprimer du bilan, c'est en réalisant un service, soit en livrant de la marchandise ou en faisant un travail, une prestation de service. À ce moment-là, c'est pas un passif financier. Fait que les passifs financiers, c'est vraiment, faut que tu payes de l'argent pour le supprimer de ton livre, de ton bilan. Fait que dans les passifs financiers, tu as les emprunts obligataires. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit surtout au thème 3, qui va être sujet à examen. C'est surtout l'emprunt obligataire le plus important. Puis d'autres exemples, mettons les fournisseurs. Puis de l'autre côté, c'est un client. Fait que c'est ça, il y a toujours un opposé au passif financier. C'est l'actif financier rattaché. Fait qu'on peut voir trois exemples ici. Fait que dans le fond, les passifs financiers, ben, presque tous les éléments qu'on comptabilise au niveau de la comptabilisation initiale, c'est à la juste valeur, à la present value qu'on va faire la comptabilisation initiale. Puis par la suite, pour la suite, la comptabilisation, pour un passif financier, il y a deux possibilités, puis pour un actif financier, il y en a trois. Mais jusqu'au 3240, on regarde les passifs financiers. Fait que dans le fond, les deux façons de évaluer le passif financier par la suite, c'est soit au coût amorti, que ça, c'est dans 99% des cas, ça sera au coût amorti. Puis l'autre possibilité, c'est la juste valeur par le biais du résultat net. Fait que là, au coût amorti, c'est quoi? C'est, mettons, tu fais la comptabilisation initiale, mettons, 1er janvier. Attends, je vais essayer ça. Fait que, mettons, au 1er janvier, tu fais la comptabilisation initiale de ton emprunt obligataire au coût. Fait que là, 1er janvier, tu reçois de l'argent, puis tu comptabilises la dette, l'emprunt obligataire. Puis au coût amorti, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à chaque clôture, chaque 31 décembre par exemple, on va mettre au débit charge d'intérêt financier ou frais financiers. Je sais que dans le MGBDL, ils disent ça différemment des fois. Fait que charge d'intérêt financier, que ça dans le fond, c'est la valeur comptable fois le taux d'intérêt effectif au débit. Ensuite, au crédit, qu'est-ce qu'on fait pour la méthode coût amorti? On va mettre crédit caisse, que ça dans le fond, c'est notre PMT. Puis la différence entre le débit et crédit qui a été créé ici, débit, charge d'intérêt financier, crédit caisse, on va mettre ça dans le compte emprunt obligataire. Ça va faire soit augmenter sa valeur comptable s'il faut le mettre au crédit pour égaliser l'écriture. Puis s'il aurait fallu le mettre au débit, ben ça aurait fait diminuer sa valeur comptable. Fait que ça, c'est la méthode coût amorti. Ouais, ça c'est la méthode vraiment qui va être à l'examen puis qui est utilisée dans la vraie vie. C'est rare qu'on utilise la méthode juste valeur bien résultat net. Puis une dernière chose qui est importante de savoir, reliée à ça, les passifs financiers, c'est les coûts de transaction. Si ton passif financier est évalué au coût amorti, comme ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour de la comptabilisation initiale, si, mettons, tu avais des frais de commission de 500$, qu'est-ce qui se passerait? Fait que ton frais de commission, c'est 500$. Fait que là, qu'est-ce qui se passerait, mettons, le 1er janvier, pour la comptabilisation initiale? Si c'est la méthode du coût, il faut que le frais, on ne l'envoie pas en charge, on le met dans le compte du passif financier. Fait que si, mettons, on a vendu, mettons, non, dans le fond, avec les passifs financiers, on peut soit faire la comptabilisation coût amorti ou juste valeur biais du résultat net. Il n'y a pas de JVB à ERG avec les passifs financiers. Fait qu'il y a juste deux façons, puis ça va être presque toujours coût amorti. Presque toujours. Fait que, mettons, avec la méthode coût amorti passif financier, que c'est presque toujours celle-là, qu'est-ce qui se passerait? C'est que, mettons, tu as émis un emprunt obligataire pour, mettons, 100 000. Ben, le jour de l'émission, 1er janvier, tu vas recevoir 100 000.
Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Tu as payé aussi, à cette même journée-là, des frais de commission de 500 $. Fait que là, comment qu'on fait le traitement comptable des coûts de transaction quand c'est évalué au coût? Il faut que le 500 $ soit envoyé dans le compte du passif financier. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On fait une deuxième écriture au 1er janvier. Que dans cette écriture-là, au lieu de faire débit charge de frais de commission de 500 $, au lieu de mettre un compte de charge au débit, on va mettre le compte emprunt obligataire au débit. C'est comme si la charge était envoyée directement dans le compte emprunt obligataire. Puis on va mettre au crédit caisse parce que on paye les frais de commission avec notre argent en comptant, fait crédit caisse. Fait que ça, c'est important à savoir, il y aura ça à l'examen. Les coûts de transaction, si c'est avec la méthode du coût que ton passif financier est évalué subséquemment, il faut que le frais de commission ici de 500 $ soit envoyé dans le compte du passif financier. Ouais. Puis si, mettons, ça c'est la possibilité numéro 1, est évalué au coût. Puis si, mettons, c'était l'autre possibilité que c'est évalué, on va dire ici, comme ça. Fait que l'autre possibilité, ça serait que c'est évalué JVB-RN. Fait que si c'est JVB-RN, ton passif financier, qui est évalué subséquemment, ben, la première écriture du 1er janvier, c'est pareil. Tu encaisses 100 000, tu émets ton emprunt obligataire à 100 000, que c'est le present value. Puis là, tu fais une deuxième écriture au 1er janvier. Sauf que là, la deuxième écriture va être différente pour le traitement comptable du frais de commission de 500 $. Qu'est-ce qui se passerait? Oui, exactement, c'est ça. Vu que c'est la méthode JVB-RN, dans ce cas-là, les frais de transaction, de commission, on ne va pas le mettre dans l'emprunt obligataire, dans le passif financier. On met ça vraiment en charge, que c'est, mettons, frais de commission. Puis on met crédit caisse, encore une fois. Fait que c'est, pour les coûts de transaction, c'est les deux seules possibilités ici. Fait que ça, c'est à retenir. Parce que, mettons, c'est ça, ils vont te dire peut-être qu'il y aura peut-être un numéro à l'examen que ce sera un passif financier à la JVB-RN comme ici. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas d'exercice à l'examen avec JVB-RN. Mais c'est sûr que tu auras un exercice à l'examen que ce sera un passif financier évalué au coût, puis qu'il y aura des frais de transaction. Fait que c'est important de se rappeler que ça fait, tu mets ça au débit. Tu le transformes en passif financier. Fait que c'est juste ça qui est à retenir ici. Fait que, ensuite, ça c'était pour actif financier, passif financier. Puis là, dans les passifs financiers, ici, du système 3, on voit surtout les emprunts obligataires qui sont convertibles ou non convertibles. Puis, les situations qui sont possibles. Une fois que tu l'as déjà émis, ton emprunt obligataire, qu'est-ce qui peut se passer? Fait que là, un emprunt obligataire qui est convertible, il y a une composante passive et capitaux propres. Fait que si, mettons, que toi, tu as émis l'emprunt obligataire qui est convertible, dans le fond, nous, en 3240, on est toujours du côté de celui qui émet la dette. On est du côté de celui qui est endetté. Fait que là, tu as émis une dette qui est convertible. Puis si, mettons, la personne qui a acheté ta dette convertible, ton emprunt obligataire convertible, il décide de, lui, mettons, ta dette, elle a une durée de 10 ans, puis durant les 10 ans, lui, il n'a jamais exercé soit son privilège de conversion ou ses bons de souscription. Puis s'ils n'exercent pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, à la fin de la durée de la vie de l'obligation convertible, on va dire 10 ans, ben, on va passer l'écriture qui est ici, la situation 1. Fait que là, un emprunt obligataire, il faut toujours, à la fin de la durée de la vie, payer le future value. Fait que là, en vert, la partie de l'écriture qui est en vert, c'est pour payer la composante dette de l'emprunt obligataire convertible. Ça veut dire, on va créditer la caisse ici du montant qui représente le future value. Puis, en bleu ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que, vu que la personne qui a acheté ton emprunt convertible, obligataire convertible, il n'a jamais utilisé son privilège de conversion, qu'est-ce qu'on fait, nous, au moment que la dette elle atteint son échéance, son dernier N, on paye le future value. Fait qu'on met au débit emprunt obligataire au crédit caisse. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on met au débit privilège de conversion, on le met au débit parce que si la personne n'a jamais utilisé son privilège, puis que l'emprunt obligataire convertible arrive à sa fin, ça veut dire qu'il ne pourra tout simplement jamais l'utiliser. Il est trop tard, la dette a atteint la fin de sa vie.
Fait que là, on va supprimer la composante privilège de conversion de notre bilan. On la met au débit. Puis au crédit, on met du même montant R&D. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que en vert, c'est dans le fond un emprunt obligataire qui est convertible. Il y a une composante passive, dette, puis une composante capitaux propres, un privilège ou des bons. Fait que tu arrives à la fin de la vie de ton emprunt obligataire convertible. Lui, l'acheteur, il avait le droit durant les 10 ans d'utiliser son privilège, de transformer sa dette en action. Il ne l'a jamais fait. Fait que là, on arrive à la toute fin de la vie de la dette. Ben là, il est trop tard. On va supprimer la dette de notre bilan, emprunt obligataire. On la met au débit. Vu que c'est un passif, on le met au débit, ça le supprime. Au crédit, on met caisse pour payer le future value. Puis en même temps, ça va être le même montant que l'emprunt obligataire. Parce que l'emprunt obligataire, sa valeur comptable, rendue à la fin de sa vie, au dernier N, sa valeur comptable est égale au future value. Fait on met ces deux-là du même montant que c'est la future value, la valeur comptable de l'emprunt à la fin. Puis aussi, la deuxième chose qu'on fait, on va supprimer la composante capitaux propres, que c'est soit privilège ou bon. On la met au débit, parce que ça aussi, les capitaux, ça augmente au crédit, ça diminue au débit, on veut le supprimer, fait qu'on le met au débit. Puis du même montant, on met R&D. Mais dans les exercices, on va voir des situations comme ça va nous pratiquer. Mais dans le fond, ça, c'est l'écriture qui arrive. Si, mettons, tu as un emprunt obligataire qui est convertible, puis que le privilège ou les bons sont jamais exercés, ben, tu vas supprimer à la fois l'emprunt puis la composante capitaux propres à la toute fin de la vie. Puis si, mettons, c'est un emprunt obligataire qui arrive à la fin de sa vie, mais qui c'était pas convertible, c'était juste un emprunt obligataire normal, dans ce cas-là, l'écriture, ça serait tout simplement mettre au débit emprunt obligataire, puis au crédit caisse. Puis là, on voit ici la différence entre l'écriture ici, quand c'est, mettons, une dette non convertible, ça serait ça l'écriture. Puis si la dette est convertible, un emprunt obligataire convertible, excuse-moi, ben, qu'est-ce qui arrive à la toute fin de la vie si le privilège de conversion n'est pas utilisé? Il y aura encore une fois ces deux paramètres-là dans l'écriture. On va supprimer la dette emprunt obligataire. On va créditer la caisse, que c'est dans le fond le future value ici. Puis en plus, vu que c'était convertible, puis dans le fond le privilège convertible n'est pas utilisé, dans ce cas-là, on va mettre au débit capitaux propres, privilège ou bon. Puis on met au crédit R&D du même montant. Fait que c'est ces deux éléments-là qui sont rajoutés à l'écriture. Si on arrive à la fin de la vie de la dette, le dernier N, puis là, si c'est convertible, puis le privilège n'est pas utilisé, c'est l'écriture qui est ici, la deuxième, celle-là, qui a 4 éléments. Puis si c'était une obligation qui n'était pas convertible, ben on fait tout simplement débiter le compte de passif, puis on crédite caisse. Fait que c'est ça pour... si on arrive à l'échéance, puis que c'est... le privilège n'était pas exercé encore, fait qu'on le supprime à la fin. On n'a pas le choix. Si c'est pas utilisé, on le supprime. Puis là, la deuxième possibilité, c'est que nous, on avait émis des emprunts obligataires convertibles dans le passé, puis avant d'arriver au dernier N, on décide de les racheter avant la fin. Fait qu'on appelle ça un rachat anticipé. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la situation la plus difficile, la numéro 2. Parce que là, un rachat anticipé, c'est qu'on va racheter notre emprunt obligataire avant la fin de sa vie. On va supprimer le passif puis les capitaux propres, la composante privilège. Puis en même temps, de supprimer le passif puis la composante capitaux propres, ça va générer soit un profit ou une perte qui est relié à la composante passif, puis un profit ou une perte qui est relié à la composante capitaux propres. Ça, avec les exercices, ça va être plus clair. Mais dans le fond, quand tu fais un rachat anticipé, il faut toujours faire un tableau. Un tableau qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on a fait un profit ou une perte relié à la composante passive, relié à la composante capitaux propres, parce que dans le fond, si on fait un profit ou une perte relié à la composante passive emprunt obligataire, le profit ou la perte s'en va au résultat net. Mais si on fait un profit-perte relié à la composante capitaux propres, que c'est soit privilège ou bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce profit-perte-là relié aux capitaux propres, ça va dans R&D. Parce que dans le fond, tous les coûts qui sont reliés aux opérations sur les capitaux propres, on ne peut pas envoyer ça au résultat net. Il faut qu'on englobe ça dans un compte de capitaux propres, que c'est presque toujours R&D. On va faire un exercice tantôt, puis ça va être clair après. Puis,
la dernière situation qui est possible avec les emprunts obligataires convertibles, c'est que, mettons, tu avais émis un emprunt obligataire au 1er janvier 2001 qui a une durée de vie de 10 ans, puis là, mettons, après 3 ans, lui qui avait acheté ton emprunt obligataire, il décide de convertir l'obligation convertible en des actions ordinaires. Fait que lui, il a le droit, puis il prend la décision, OK, aujourd'hui, mettons, 1er janvier 2004, je décide que mes emprunts, les obligations convertibles que j'ai achetées, je veux les transformer en actions ordinaires de ton entreprise. Fait que là, nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va transformer cette dette-là qu'on a dans nos livres en des actions ordinaires dans nos livres. Fait que ça, c'est la troisième situation possible, c'est qu'on transforme notre dette en actions ordinaires. Fait que ça, c'est les trois situations possibles avec les emprunts obligataires convertibles. Puis la situation numéro 3, que dans le fond, on convertit l'emprunt convertible, emprunt obligataire convertible en action ordinaire. Il y a deux méthodes qui existent pour la conversion. La méthode qu'on dit valeur comptable ou la méthode juste valeur. Fait que là, si mettons, on doit convertir avec la méthode valeur comptable, on doit convertir un emprunt obligataire qui avait un privilège de conversion rattaché. Fait que là, la situation ici, c'est qu'ils nous disent, mettons, on doit convertir l'emprunt obligataire convertible, puis on doit utiliser la méthode valeur comptable. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que c'est la plus facile. Avec la méthode valeur comptable, quand on convertit, on met au débit l'emprunt obligataire, on met au débit privilège de conversion. Fait qu'emprunt obligataire, c'est le passif, privilège de conversion, c'est un capitaux propre. On met les deux au débit, puis le total des montants au débit, ça va être le montant qu'on va mettre au crédit dans l'action ordinaire. Puis avec la méthode juste valeur, encore une fois, il faut mettre au débit l'emprunt obligataire, au débit privilège de conversion. Par contre, au crédit dans l'action ordinaire, ça va pas être le total des montants qu'on a débité dans l'emprunt obligataire puis privilège. Ça va être plutôt le nombre d'actions qui est émis cette journée-là fois la juste valeur d'une de nos actions aujourd'hui. Puis là, de ce fait-là, ça va créer un écart entre les débits et les crédits. Puis l'écart entre les débits et les crédits, on le met dans le compte ici en vert, R&D. Fait qu'avec la méthode juste valeur, c'est que les actions ordinaires sont émises à leur juste valeur, puis l'écart entre les débits et crédits, on met ça dans R&D. Fait qu'on vient de voir toute la théorie qui va nous permettre de faire les prochains exercices. Fait que là, le P12... Ok, c'est bon. Fait on va faire le P12 en premier. Fait qu'ici, la restructuration d'une dette. Fait que là, le 1er janvier 2001, la société a émis à un fournisseur un effet de 538 000 avec valeur nominale 500 000, portant intérêt contractuel 6%. Ça, c'est le taux contractuel qu'on utilise pour calculer le PMT. Puis échéant dans 10 ans, N égale 10. Les intérêts sont payables une fois l'an, 31 décembre. Fait que chaque 31 décembre, on va faire crédit caisse, qui est avec le PMT. Puis cet effet permet au fournisseur de tirer son investissement à un rendement de 5%. Fait que là, le rendement du marché, c'est 5%. Fait que le taux d'intérêt du marché, c'est 5%. Fait que c'est avec notre taux d'intérêt effectif aussi, le I. L'exercice financier se termine le 31 décembre. Puis l'effet à payer est évalué au coût amorti. Fait que là, on se rappelle, les passifs financiers, on peut soit les évaluer au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du résultat net. Mais ici, c'est au coût amorti. C'est presque toujours au coût amorti que ça va être. Fait que 3 janvier 2004, alors que le taux du marché pour un taux était de 5%, le fournisseur a accepté de remplacer l'effet pour un autre d'une valeur nominale de 500 000, portant intérêt au taux contractuel de 9% et échéant dans 7 ans. OK. Fait que là, ici, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que à expliquer la comptabilisation d'une restructuration. Puis quand, dans le fond, une restructuration, c'est quand on avait une dette, puis par la suite, mettons quelques années plus tard, cette dette-là, les modalités vont changer. On va la restructurer. Puis là, il faut se demander, est-ce que la modification de notre dette est substantielle ou non substantielle? Puis là, ouais, c'est ça. Si, mettons, c'est une modification qui est substantielle, que c'est vraiment une grosse différence entre l'ancienne dette et la nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on décomptabilise l'ancienne dette, puis on va comptabiliser une nouvelle dette au crédit, puis l'écart entre la valeur comptable de l'ancienne dette qu'on va supprimer au débit,
puis la juste valeur de la nouvelle dette qu'on va mettre au crédit. Comme on voit dans le fond en B, c'est ça. Ça, c'est une modification qui est substantielle, c'est effet à payer initial. Fait qu'on la met au débit, on la supprime, puis on met au crédit effet à payer la nouvelle dette 500 000. Puis l'écart entre les deux, on va mettre soit perte ou profit sur restructuration d'une dette, d'effet à payer ici. Fait que quand la modification est substantielle, on supprime l'ancienne dette, la valeur comptable. Au crédit, effet à payer, on met la nouvelle dette, sa present value. Puis la différence entre les deux, profit ou perte. Puis ici, mettons, c'est une modification qui est non substantielle au niveau de la restructuration d'une dette. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on ne va pas supprimer l'ancienne dette puis en comptabiliser une nouvelle. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on amène la valeur comptable de l'ancienne dette vers la juste valeur de la nouvelle dette. Fait que si, mettons, la modification n'avait pas été substantielle, on a ramené l'ancienne valeur comptable de 528 000 à 500 000. Fait qu'il aurait fallu diminuer la valeur comptable de 28 932. Fait qu'on aurait mis au débit effet à payer 28 932. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal juste ça pour la restructuration d'une dette, les deux situations possibles. Si c'est substantiel, on supprime l'ancienne dette, on comptabilise la nouvelle, puis on comptabilise un profit ou une perte. Puis si c'est non substantiel, ben on amène la valeur comptable de l'ancienne dette vers la juste valeur de la nouvelle dette, la dette restructurée. Fait que est-ce que pour ça, tu comprends le principe? Je sais que je suis allé vraiment rapidement, mais c'est... ouais. 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 Ouais, ok, parfait. Ça, je suis allé vite aussi parce que c'est moins sujet à examen aussi. Mais c'est possiblement peut-être un mini numéro, mais c'est ça, je voulais quand même te le montrer au cas où. Mais tu sais, ici, ouais. Parce que dans le fond, en résumé ici, c'est que toute l'information qui est avant ici, le 3 janvier 2004, tout ce qui est en haut, c'est les informations qui permettent de savoir comment comptabiliser l'ancienne dette, savoir sa valeur comptable à travers le temps, tout ça. Puis à partir du 3 janvier 2004, là, tu sais, le taux du marché, c'est quelque chose qui peut toujours changer à travers le temps. Tu sais, comme là, le taux du marché, au départ, c'était 5% au 1er janvier 2001. Puis là, le 3 janvier 2004, là, le taux du marché il est rendu à 9%. Tu sais, dans le fond, le taux du marché, le I, ça, c'est une variable qui peut toujours changer à travers le temps. Puis là, dans la première partie de l'exercice ici, ça donne toutes les variables pour calculer sa calculatrice financière de ton ancienne dette. Le 3 janvier 2004, là, tu as des nouvelles informations pour savoir c'est quoi la valeur comptable, la juste valeur de la nouvelle dette. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que en date du 3 janvier 2004, tu regardes c'est quoi la valeur comptable, la present value de l'ancienne dette, versus c'est quoi la valeur comptable present value de la nouvelle dette. Puis, une fois que tu sais ces deux informations-là, tu dois te demander est-ce que la restructuration est substantielle ou non substantielle? Est-ce qu'il y a une grosse différence dans les paramètres ou pas une grosse différence? Puis là, ici, oui, il y a une grosse différence dans les paramètres. Tu sais, mettons, avec la nouvelle dette, le PMT sera calculé avec un 6%, puis avec la nouvelle dette, le PMT sera calculé avec un taux d'intérêt de 9%. Fait que ça, c'est de 6% à 9%, c'est quand même une très grosse différence déjà. Fait que c'est ça qu'il faut se demander. Si ça avait été vraiment une modification mineure, ça aurait été non substantiel. Puis après ça, ben, une fois que tu sais si c'est substantiel ou non substantiel, tu passes une seule écriture, puis c'est tout. Ouais. Fait que ça, c'est pour la restructuration d'une dette. Ensuite, le P6, là ici, c'est très important. Celui-là, c'est remboursement anticipé. Fait que là, remboursement anticipé, c'est la situation numéro 2 que je parlais tantôt, on rajoute notre dette convertible avant le dernier N. Fait qu'à ce moment-là, il y a un profit ou une perte qui sera rattaché au passif, puis une profit ou perte qui sera rattachée au capitaux propres. Puis il faut tout le temps faire un tableau avec un rachat anticipé. Fait que là, ici, rachat anticipé. Fait que là, ça dit à la suite d'un encaissement inattendu, la société a effectué le remboursement anticipé de 2 emprunts obligataires le 1er mai 2009. Ouais. Fait que là, on va regarder chaque situation en premier. Fait que là, ici, c'est la situation numéro 1. Puis ici, c'est la situation numéro 2. Fait que ça va être... c'est comme 2 exercices en un seul exercice. Fait que là, situation 1.
La situation 1, ça dit que la société a racheté des obligations qui avaient été émises le 1er mars 2005 pour un montant net de 433 907. Ce montant tient compte des coûts d'émission. Ces obligations avaient une valeur nominale de 500 000. Fait que là, ici, tu peux voir que ça ne nous dit pas si le passif financier est évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du résultat net. Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut assumer que le passif financier est évalué au coût amorti. Parce que dans le fond, coût amorti, c'est dans 99% des cas, ça sera au coût amorti. Fait que si c'est pas marqué en examen, ça veut dire que tu dois assumer que c'est au coût amorti. Ouais, c'est presque tout le temps ça. Fait que là, ici, les obligations avaient une valeur nominale de 500 000. Il était associé à un taux contractuel de 8%, dont les intérêts étaient versés les 28 février annuellement. Puis, la dette, l'obligation avait une durée de 20 ans N20. Pour acheter les obligations, la clause a dit que la société, nous, qu'on a émis, on peut racheter les obligations n'importe quand pour un montant qui est égal à 104% de la valeur nominale plus les intérêts courus depuis le dernier versement. Puis, le rachat anticipé, il aura lieu le 1er mai 2009. Puis, on avait émis au départ au 1er mars 2005. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? C'est savoir c'est quoi les paramètres dans notre calculatrice financière. Fait que là, ici c'est un rachat anticipé d'un emprunt obligataire qui n'est pas convertible. Fait qu'il y aura un profit ou une perte, mais il y aura juste un profit ou une perte rattaché à la composante passive. Parce que dans le fond, quand c'est pas un emprunt, c'est un emprunt obligataire qui n'est pas convertible, qui est un emprunt obligataire normal tu n'as pas de profit ou perte relié aux capitaux propres. Fait que ce que je disais tantôt dans le fond, c'est que quand c'est une obligation convertible qui a un rachat anticipé, il faut toujours faire un tableau qui nous permet de savoir c'est quoi la partie du profit-perte qui est rattachée à la dette puis qui est rattachée aux capitaux. Puis si c'est un rachat anticipé d'un emprunt obligataire qui est normal, qui n'est pas convertible, le tableau n'est pas obligatoire. C'est vraiment juste quand ils sont convertibles qu'on fait le tableau. Fait qu'ici, il n'y aura pas de tableau à faire. Mais il y aura quand même un profit-perte. Fait que là, ici, 1er mars 2005, ça c'est le jour qu'on avait émis l'emprunt obligataire. Fait que là, on met les variables dans notre calculatrice financière. Fait qu'on voit les paramètres ici. Fait que là, 433 907, c'est le present value. Valeur nominale, 500 000, ça c'est le future value. On a taux d'intérêt contractuel 8%, ça c'est pour calculer le PMT, que dans le fond, le PMT, c'est la valeur nominale fois le taux contractuel de 8%. Fait que ce serait 500 000 fois 8%, fait que ça donnerait 40 000 PMT. Ensuite, 20 ans plus tard, ça c'est l'échéance, fait que N égale 20. Puis, ça c'est bon. Fait que là, dans le fond, la seule information qui nous manquait, c'est le taux effectif, le I. Fait que, on met les 4 variables, on fait compute I, puis ça nous donne le taux d'intérêt effectif. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le fond? C'est que là, ici, il ne nous demande pas de faire toutes les écritures, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier? C'est savoir c'est quoi la valeur comptable de l'emprunt obligataire le jour qu'on fait le rachat anticipé. Parce que le jour d'un rachat anticipé, on doit débiter la valeur comptable de l'emprunt obligataire. Fait une façon qui est rapide de savoir ce serait quoi la valeur comptable de l'emprunt obligataire le jour qu'on va rembourser. Si on sait qu'on avait émis ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que pour faire le rachat anticipé, ils disent qu'on doit payer 104% de la valeur nominale plus les intérêts courus depuis le dernier versement. Fait que les versements ils ont lieu le 28 février de chaque année. Puis le rachat anticipé, il a lieu le 1er mai. Fait que là, dans le fond, pour l'année 2009, les intérêts qui sont courus, fait que là, 28 février 2009, on a payé le PMT puis on a comptabilisé la charge d'intérêt au débit. Fait que là, combien de mois que c'est passé depuis la dernière comptabilisation, versement des intérêts? Ben, il y a eu janvier, février, fait qu'il y a eu mars, avril, puis là, le 1er mai
2009, on fait le rachat anticipé. Puis là, qu'est-ce que ça nous dit dans l'exercice ici? C'est que le jour du rachat anticipé, le montant qu'on va payer, qu'on va faire crédit caisse, ça va être premièrement 104% de la valeur nominale. Fait que ça va être 500 000 fois 104%. Puis un autre montant qui va augmenter, qu'est-ce qu'on va créditer en caisse, ça sera aussi plus les intérêts courus depuis le versement, le dernier versement. Fait que le dernier versement en 2009, c'était le 28 février. Fait que là, les intérêts courus, c'est ceux de mars puis avril 2009. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que si on sait que c'est à chaque année, on paye en PMT 40 000, ben ça veut dire que les intérêts qui sont courus entre le 28 février puis le 1er mai 2009, ça veut dire 2 mois, ça sera 40 000 par année fois 2 sur 12 mois, est égal à 6 666. Puis là, aussi, dans le fond, pour savoir le total qu'il faudra payer, 1, c'est les intérêts qui sont courus du PMT, fait 40 000 fois 2 sur 12. Puis 2, c'est aussi 104% de la valeur nominale qui vient s'ajouter à ça. Fait 104% fois la valeur nominale ou future value, fait fois 500 000. Est égal à 520 000. Fait que dans le fond, ici, c'est vraiment la phrase qui dit les obligations, si on veut les racheter, un rachat anticipé, on doit payer un montant de 104% de la valeur nominale plus les intérêts courus depuis le dernier versement du 28 février 2009. Fait que le total qu'on va payer le 1er mai 2009 qu'on va racheter, ce sera le total des deux ici. Fait que 526 677 ou 666. Fait que ça, c'était pour savoir combien qu'on va payer le jour du rachat anticipé en faisant crédit caisse. Fait que là, ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que normalement, il faudrait savoir c'est quoi la valeur comptable de... Fait que là, ici... Ouais, ici, là, dans le fond, la clôture de l'exercice ici, c'est 28 février. Fait que là, 1er mars, 28 février. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut savoir, premièrement, c'est quoi la valeur comptable, la present value, au début de 2009, au 1er mars 2009. Fait que là, pour faire ça, on ferait N, au lieu de mettre 20, on mettrait 16. Attends, où t'es mise? Premier. Ouais, 4 ans plus tard, fait que N, on mettrait 16. Toutes les autres variables, ça va être pareil. Ça, dans le fond, la façon que je vais faire, ça permet de savoir c'est quoi la valeur comptable au 1er mars 2009 de notre emprunt obligataire sans avoir à faire toutes les écritures du 1er mars 2005 jusqu'au 1er mars 2009. Ça va être plus rapide d'y aller avec la calculatrice financière. On fait juste ajuster le N. On va savoir c'est quoi cette date-là, valeur comptable. Fait que là, PMT 40 000. Ici, ça m'avait mélangé parce que c'est pas écrit que la clôture, c'est 28 février. Mais je viens de comprendre. C'est 28 février. On les a émises le 1er mars. Fait que c'est logique, c'est la journée suivante. Fait que c'était mélangé un peu, mais c'est ça. Ici, la clôture, c'est 28 février. Fait que PMT 40 000. Le PV, ça, c'est qu'est-ce qu'on va chercher. Puis le I, on l'avait calculé au départ, avec les variables de départ au 1er mars 2005. Puis c'était 9,50
50%. Fait qu'au 1er mars 2009, là, on va savoir c'est quoi la valeur comptable, la present value à cette journée-là. Fait que si on le met dans le calculatrice financière, les variables, fait que ça donnerait 439 533. 439 000. OK, fait que ça, pourquoi que j'avais besoin de cette information-là? C'est que dans le fond, entre le 1er mars puis le jour du rachat anticipé, 1er mai 2009, il s'est passé 2 mois. Fait que pour faire le calcul de la charge d'intérêt financier, comme ici qu'on fait à chaque clôture normalement, ben, il faut aussi la faire, cette écriture-là, la journée qu'on fait un rachat anticipé avant de comptabiliser le rachat anticipé. Si, mettons, on rajoute au milieu d'un exercice, il faut faire cette écriture-là en premier. Fait que là, on sait c'est quoi la valeur comptable. Fait que là, on sait que le charge d'intérêt financier, c'est valeur comptable fois le taux d'intérêt effectif fois le nombre de mois qui s'est passé divisé par 12. Fait que là 1er mai 2009, 2 écritures. Fait que là, premièrement, on va faire l'écriture pour comptabiliser qu'est-ce qui est couru en intérêt. Fait que charge d'intérêt financier couru. Fait que là, ça va être la valeur comptable au début de 2009. Fait que 439 533 fois le taux d'intérêt effectif I, 9,50%. Puis là, on fait fois 2 sur 12 mois, qui s'est passé entre le 1er mars 2009 et le 1er mai 2009. Fait que ça nous dit le montant qu'on va débiter ici. Fait qu'ici, 6 959. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, on fait toujours crédit caisse, que c'est dans le fond le PMT. Puis là, ici, ça va être PMT fois 2 sur 12. Mais en fait, ça va être pas de crédit caisse, ça va être crédit intérêt à payer. Parce que dans le fond, on fait crédit caisse quand c'est le jour d'un versement. Mais si on comptabilise un PMT couru, on va mettre intérêt à payer. Fait que là, le PMT couru, intérêt à payer, ce serait le PMT annuel de 40 000. Puis il s'est passé juste 2 sur 12 mois. Fait que 6 666 comme on avait calculé tantôt. Puis là, la différence entre les deux, ça va faire varier la valeur comptable de l'emprunt obligataire. Fait que là, ici, il faut mettre un montant au crédit pour égaliser la différence. Fait que emprunt obligataire au crédit. OK, fait que ça, c'est l'écriture numéro 1. Puis là, dans le fond, la valeur comptable de emprunt obligataire après écriture numéro 1. Fait que la nouvelle valeur comptable après cette écriture-là, ben, on a dû créditer emprunt obligataire. Fait que la nouvelle valeur comptable, c'est la valeur comptable au 1er mars 2009, 439 533. Plus, là, on a dû créditer emprunt obligataire pour faire balancer la première des 2 écritures, le jour du rachat anticipé. Fait que notre nouvelle valeur comptable, c'est 439 825. Puis ça, c'est important de savoir la valeur comptable parce que quand on fait un rachat anticipé, on veut vraiment supprimer la valeur comptable à cette journée-là. Fait que là, l'écriture numéro 2, premièrement, on met emprunt obligataire au débit pour le supprimer. Fait que emprunt obligataire au débit, c'est 439 825 et 66. Ensuite, là, on avait des intérêts à payer au crédit. On va les mettre au débit. Leur montant qu'on avait comptabilisé dans l'écriture juste avant, fait que 6666. Puis dans le fond, on les met au débit parce que dans le fond, ils sont plus à payer parce que là, on augmente le montant qu'on va payer lors du rachat anticipé.
des intérêts à payer. Fait qu'ils sont plus à payer, on augmente le montant qu'on paye pour le rachat anticipé des intérêts à payer. Fait qu'on les met au débit. On met au crédit la caisse. Puis là, on a calculé tantôt, c'était quoi le montant pour le rachat anticipé. C'était 104% de la valeur nominale plus 2 mois de PMT couru. Fait que c'était 526 667. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que la différence entre débit et crédit dans la deuxième écriture ici, ça va être soit un profit ou une perte qui va aller à l'état du résultat, qui va affecter le résultat net. Fait que là, on fait la différence entre les débits et crédits. Fait que là, ici, le total des débits, c'est ça. Le total des crédits, c'est ça. Fait que la différence entre débit et crédit, ben, il faut augmenter un montant. Il faut mettre un montant de plus au débit pour égaliser. Fait que ça serait 80 175. Puis là, vu que c'est au débit qu'il faut mettre ce compte-là, ça veut dire que ça va être une perte envoyée au résultat. Fait que ça, dans le fond, c'était la situation 1. Fait que la situation 1, il faut faire le rachat anticipé au 1er mai 2009. Puis vu que c'est au milieu d'un exercice que le rachat anticipé a lieu, il faut en premier comptabiliser c'est quoi la charge d'intérêt financier couru au débit, au crédit le PMT couru qu'on met dans intérêt à payer au lieu de caisse. Puis c'est ça. Puis la différence entre les deux, ça fait soit augmenter ou diminuer la valeur comptable de l'emprunt obligataire. Puis ensuite, on fait une deuxième écriture qu'on va supprimer la valeur comptable totale de l'emprunt obligataire cette journée-là. On met au débit aussi les intérêts à payer qu'on venait tout juste de comptabiliser. Au crédit, on met le montant qu'il faut payer pour le rachat anticipé. Puis la différence entre les débits crédits, ça va être soit un profit ou une perte. On voit l'état de résultat net. Fait que là, la situation 2. Situation 2, ça dit juste après avoir versé les intérêts semestriels et alors que le coût amorti des obligations était de 407 980, la société a racheté sur le marché libre des obligations de valeur nominale de 400 000 pour un montant de 386 720 $. Fait que là, ici, il faut faire encore l'écriture lors du rachat anticipé, mais là, c'est une situation différente. Fait que là, ils nous disent qu'on vient tout juste de payer le PMT, puis tout de suite après le paiement du PMT, on fait le rachat anticipé. Fait que là, vu qu'on rachète tout de suite après avoir payé le PMT, il n'y aura pas la première écriture ici. Parce que dans le fond, la première écriture ici, c'est quand il y a du PMT qui est couru. Il s'est passé 2 mois depuis le dernier paiement de PMT dans la situation 1. Mais dans la situation 2, on paye tout de suite après avoir payé le PMT. Fait qu'on n'a pas besoin de faire la première écriture, on fait directement la deuxième écriture. Fait que dans la deuxième écriture, ben dans le fond, la seule écriture à faire ici, vu qu'il n'y a pas d'intérêt couru, on va supprimer la valeur comptable de l'emprunt obligataire cette journée-là. Fait que là, ils nous disent que le coût amorti des obligations était de 407 980 $ le jour du rachat anticipé. Fait que c'est, dans le fond, quand ils disent coût amorti, ils veulent dire la valeur comptable. Fait que il faut toujours supprimer la valeur comptable de l'emprunt obligataire le jour du rachat anticipé. Fait que ici, ils nous le donnent, 407 980, fait qu'on met au débit. Ici on n'a pas d'intérêt à payer, à mettre au débit, pour la même raison qu'on n'a pas eu besoin de faire la première écriture. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt à payer dans l'écriture qu'on fait ici. On met emprunt obligataire au débit. Au crédit, on met le prix qu'il est convenu qu'on doit payer pour faire le rachat anticipé. Fait que là, ici, ça dit qu'on fait le rachat anticipé pour un montant de 386 720 $. Fait que crédit, caisse, 386 720 $. Puis là, une fois qu'on a fait le débit puis le crédit, supprimer la valeur comptable, créditer le montant qu'on paye pour le rachat anticipé. La différence entre les débits crédits, ça va être soit un profit ou une perte qui va être envoyé à l'état de résultat. Fait que si on fait la différence, ça fait, il faut mettre au crédit un montant. Fait que ça va être au crédit, profit qui s'envoie au résultat net. Ouais. Fait que pour la situation 2, dans le fond, il nous donnait tous les montants déjà ajustés. Fait qu'il fallait juste les placer ici dans l'écriture. Ouais. Fait que pour le P6, c'était pas mal ça. Il est un peu moins clair à saisir celui-là. Mais bon, il y en a sûrement d'autres qui étaient mieux. Dans ceux qui étaient recommandés, on va voir. Fait que ici, pour le P7,
pour le P7, l'émission et la conversion d'instruments composés. Fait que là, on va aller voir le travail à faire tout de suite. Quel est le principe le plus important qui guide la présentation des passifs et capitaux propres dans les états financiers? C'est la substance de l'élément qu'on présente. Fait que là, il faut toujours se demander, est-ce que, mettons, l'élément en question, est-ce que c'est une dette ou c'est plutôt un avoir des actionnaires? Puis c'est ça qui va faire la différence entre est-ce qu'on le met dans un passif ou on le met dans la section capitaux propres de notre bilan. Fait que ça, c'était pour le point A. Dans le fond, la substance, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce que c'est vraiment une dette ou c'est plutôt un capitaux propre? En B, ça dit enregistrer l'écriture de journal qui est requise le 1er février 2000 dans les livres de Lamarche LT. Fait que, OK, c'est l'écriture à l'émission d'obligations convertibles. Fait que là, on va lire ici les informations. Fait que ça dit 1er février 2000, la société Lamarche LT a émis 1000 obligations d'une valeur nominale de 1000 $ chacune. Fait que la future value, c'est la valeur nominale totale. Fait qu'ici, ça serait 1000 obligations qui ont chacun une valeur nominale de 1000. Fait que la valeur nominale totale pour nos 1000 obligations, qui serait 1000 fois 1000. Fait que c'est $1 million. Ensuite, dans le fond, nos obligations, ils ont un taux contractuel de 7% par année. Fait que le taux contractuel, le taux d'intérêt, le taux nominal, ça c'est pour calculer notre PMT. Fait que le PMT, c'est le future value, valeur nominale, fois le taux contractuel. Fait que 1 million fois 7%, 70 000 par année. Puis viennent à échéance dans 7 ans. Fait que N égale 7 ans. Puis ils sont convertibles en actions ordinaires. Fait que là, ici, c'est pas un emprunt obligataire normal, c'est un emprunt obligataire convertible. La société les classe au coût amorti. Comme je disais tantôt, c'est presque tout le temps au coût amorti que sont évalués les passifs financiers. Puis elle vous remet les enseignements suivants. Juste valeur de la composante passive, puis la composante capitaux propres, privilèges de conversion. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu émets un emprunt obligataire normal, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu mets au débit de caisse, puis au crédit, mettons, emprunt obligataire, que c'est la present value de ta dette, que tu calcules en faisant FV, PMT, NI. Puis ici, c'est un emprunt obligataire qui est convertible. Qu'est-ce qui se passe? C'est que faut que tu regardes c'est quoi le prix que tu as vendu l'emprunt obligataire convertible. Fait que là, 1 050 000. Une fois que tu sais le prix que tu as vendu l'emprunt obligataire convertible, tu calcules avec ta calculatrice financière c'est quoi la present value de la composante dette, passif, en mettant les variables dans ta calculatrice financière. Puis la différence entre l'argent que tu as reçu puis la present value de la composante qui est passif, ça sera la valeur de la composante capitaux propres, privilège de conversion, 145 000. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Fait que dans le fond, l'écriture, c'est, on a reçu 1 050 000 le jour de l'émission de l'emprunt obligataire convertible. Fait que là, l'argent qu'on a reçu, 1 050 000, ça s'en va au débit d'encaisse. Puis là, au lieu de tout simplement faire crédit emprunt obligataire, on va mettre un autre compte lors de la comptabilisation initiale pour un emprunt obligataire convertible. C'est, on va mettre crédit privilège de conversion. Puis là, ici, dans emprunt obligataire, le montant qu'on va mettre, ça va être la present value de la dette. Puis là, ici, ils nous le disent déjà. Juste valeur de la composante passif, c'est 950 000. Puis pour savoir c'est quoi la juste valeur de la composante privilège de conversion, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le montant encaissé moins la juste valeur de la dette. Ça va être le montant qu'on met dans privilège de conversion ici.
Fait que c'est juste par différence entre les deux que tu le trouves, ton privilège de conversion, la valeur comptable. Pour le montant qu'on met dans privilège de conversion, ça va être vraiment l'argent encaissé moins la juste valeur de la dette. Fait que ça serait 1 050 000 moins 950 000, ça donne 100 000 et non 145 000. Fait que ça ici, c'est un piège, vraiment. Puis là, ensuite, je reviens où j'étais, dans le fond. Fait que là, on supprime la valeur comptable de la composante dette emprunt obligataire le jour qu'on exerce. Fait que là, ça nous donne ici dans C la valeur comptable de la composante obligation. La composante dette, c'est 955 611 comme au début. La valeur comptable de la composante privilège de conversion, ça, c'est quelque chose qu'on comptabilise au départ et qui ne change jamais à travers le temps. Fait que c'est sûr que c'est encore 100 000. Fait qu'on la supprime aussi, on la met au débit. Puis, le total qu'on met dans crédit action ordinaire, c'est le total des deux. Fait que ce serait 1 055 611. Fait que ça, c'est l'écriture quand on transforme notre emprunt obligataire convertible en action ordinaire. Là, ensuite, fait que le point D, c'est pas non détachable. Ça veut dire que si, mettons, l'acheteur de l'emprunt obligataire convertible veut transformer l'emprunt obligataire convertible en action ordinaire, si la composante capitaux propres est non détachable, ça veut dire que il faut toujours supprimer la composante passif et la composante capitaux propres pour obtenir les actions ordinaires. Fait que là, dans le fond, il y a deux possibilités de capitaux propres non détachables. Il y a privilège de conversion. Ça, c'est toujours non détachable. Fait que là, vu que c'est toujours non détachable, comme on vient de voir au P7, vu que c'est non détachable, ça veut dire que si, mettons, on veut obtenir des actions ordinaires avec l'emprunt obligataire convertible, il faut supprimer à la fois capitaux propres puis la composante dette. Mais si, mettons, attends, je vais retourner ici. Ouais, fait que, premièrement, privilège de conversion, c'est toujours non détachable. Puis la deuxième possibilité de capitaux propres non détachables, c'est les bons de souscription non détachables. Ça va être marqué dans l'énoncé si les bons de souscription sont non détachables ou détachables. S'ils sont non détachables, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le jour que tu vas exercer ton droit d'obtenir des actions ordinaires avec ton emprunt obligataire convertible, ben, tout comme les privilèges, les bons de souscription non détachables, quand on les exerce, il faut supprimer la composante privilège, ben, dans le fond, la composante capitaux propres, puis la composante dette pour obtenir les actions ordinaires. Mais si, mettons, l'autre possibilité, c'est si l'emprunt obligataire convertible, il détient une composante capitaux propres détachable, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand on exerce, il faut juste uniquement supprimer la composante capitaux propres. Puis la seule possibilité de capitaux propres détachables, c'est les bons de souscription détachables. Puis ça, dans le fond, ça va être toujours marqué dans l'énoncé si les bons de souscription sont détachables ou non détachables. Parce que sinon, tu ne peux pas le savoir. P10. Fait que ici, P10, c'est obligation convertible avec privilège. Fait que là, le travail à faire, c'est enregistrer l'écriture pour l'émission des obligations convertibles. Fait que là, « 31 décembre 2001, la société a émis 5000 obligations convertibles à 980 $ chacune. » Fait que là, ça, c'est l'information qui nous permet de savoir l'argent encaissé, le débit caisse. Fait que 31 décembre 2001, c'est cette journée-là qu'on émet les obligations convertibles. Fait que ça va être débit caisse, l'argent total encaissé, fait que 5000 fois 980. Fait que
4 980 900 000. 4 900 000. Ensuite, vu qu'ils sont convertibles, il faudra mettre au crédit emprunt obligataire, puis au crédit la composante capitaux propres. Ensuite, on continue à lire. Les obligations de valeur nominale de 1000 $ chaque viennent à échéance dans 10 ans. Ouais. Fait que, là, on voit ici, ça nous donne des informations pour calculer la present value. Elle porte intérêt au taux contractuel de 3,5% par semestre. Et ici, c'est important de noter, par semestre, à chaque 6 mois. Puis les intérêts sont payables les 30 juin, 31 décembre. Le PMT sera payé à chaque semestre les 30 juin, 31 décembre. Puis le privilège de conversion dit que pour chaque tranche de 1000 $ d'obligations converties, 1000 $ de valeur nominale d'obligations converties, on va convertir ça en 20 actions ordinaires sans valeur nominale. Puis si on avait émis les obligations sans le privilège de conversion, capitaux propres, l'émission des obligations se serait faite à 4 799 000 $. Fait que là, ici, il nous donne au début des données pour calculer le present value, tout ça. Mais on n'a même pas besoin de les considérer, de toutes les considérer, parce qu'ils nous disent déjà c'est quoi la present value, la composante passive ici. Ils disent que si, mettons, on avait émis un emprunt obligataire qui n'avait pas une composante convertible, qui n'avait pas un privilège de conversion, au lieu d'encaisser 4 900 000, on aurait encaissé 4 799 225. Fait que ça veut dire que c'est ça la present value de la dette. Puis que on a reçu 4 900 000 quand on émet des emprunts obligataires convertibles. Si on avait émis des emprunts obligataires qui n'étaient pas convertibles, sans la composante capitaux propres privilège, on n'aurait pas reçu 4 900 000, on aurait reçu seulement 4 799 225. Fait que la raison pour laquelle on a reçu plus d'argent, c'est à cause que c'est la valeur du capitaux propre, privilège de conversion. Fait que par différence, ça va être l'écart entre les deux. Fait que juste faire la soustraction. Fait que ça donne 100 775. C'est juste voir. Parfait, c'est bien ça. Ensuite, fait que ça, c'est l'écriture pour l'émission, le 31 décembre 2001. Là, ensuite, en B, c'est dit calculer la charge d'intérêt de l'exercice terminé le 31 décembre 2002. Fait que là, 31 décembre 2001, on fait l'émission. Puis après ça, l'exercice suivant, il commence le 1er janvier 2002. Puis là, ils veulent savoir, le 31 décembre 2002, ils veulent savoir c'est quoi le montant qu'on va mettre au début dans l'écriture charge d'intérêt financier. Fait que la charge d'intérêt de l'exercice terminée le 31 décembre 2002, c'est celle qu'on... Ah, ici, non. Ici, il y a des paiements au milieu de l'exercice. Ouais. Mais ils veulent savoir c'est quoi la charge d'intérêt de l'exercice 2002 au complet. Mais dans le fond, c'est qu'à chaque fois qu'on paye du PMT, il faut comptabiliser des charges d'intérêt. Fait que si le paiement du PMT, c'est pas la date de clôture, si ton PMT, tu ne payes pas au 31 décembre, ben ça veut dire que la charge d'intérêt, tu ne vas pas juste la comptabiliser au 31 décembre, tu vas la comptabiliser à chaque fois que tu payes du PMT, puis aussi à chaque clôture. Fait que ça fait plusieurs écritures par année qu'on devra faire. Mais en résumé, pour calculer, ce serait quoi la charge d'intérêt de 2002? Ben, il faudrait faire le suivi. Eux, ils l'ont fait avec le tableau ici. Fait que tu as la valeur comptable initiale ici de la dette. Parce que dans le fond, la charge d'intérêt financier, elle va être calculée juste sur la composante dette ici, 4 799 225. Pas sur la valeur comptable de l'emprunt plus le capitaux propre ensemble.
la charge d'intérêt financier, c'est juste relié à la dette. Fait que si... Ouais, on n'a pas le choix de le faire en plusieurs étapes, je pense. Fait qu'on va faire toutes les écritures, je ne vais pas sauter d'étape. Fait que là, en 2002, il y a les paiements semestriels au 30 juin, puis 31 décembre. Ok, c'est pas pire, le deuxième paiement, c'est en même temps que la clôture. Fait qu'on aura juste deux écritures à faire en 2002. Fait que premièrement, 30 juin 2002 égale le paiement PMT numéro 1 sur 2. Fait que là, on va faire charge d'intérêt financier. Dans le fond, c'est la même écriture qu'on fait à chaque 31 décembre quand il y a un paiement de PMT au milieu d'un exercice. Fait que chaque charge d'intérêt financier, crédit caisse. Puis la différence entre les deux, ça va faire varier la composante emprunt obligataire. Fait que là, pour faire le calcul, là, on sait que elle porte intérêt au taux contractuel de 3,5% par semestre. Fait que le montant, ça va être le future value fois 3,5%. Fait que la future value, c'était... On a 5000 obligations. FV égale, on a 5000 obligations. Puis chaque obligation a une valeur nominale unitaire de 1000 $. Fait que la valeur nominale totale de toutes nos obligations, c'est 5 millions. Ensuite, là, on veut savoir c'est quoi le PMT par semestre à chaque 6 mois. Fait que ce serait notre future value fois 3,5% par semestre. Fait que ce serait 175 000. Parfait. Fait que là, maintenant, on sait c'est quoi le montant qu'on met dans le crédit caisse à chaque 6 mois, les 30 juin puis 31 décembre. C'est 175 000. Fait que crédit caisse, 175 000, que c'est le PMT à chaque 6 mois. 175 000. Charge d'intérêt financier, ça va être la valeur comptable qui précède. Fait que la valeur comptable qui précède, c'est emprunt obligataire 4799225. Fait que 4799225 fois le I, le taux d'intérêt effectif. Ouais, je pense qu'il ne le donne pas, fait qu'on va le calculer. Fait que là, future value, PMT, le N, c'était échéance dans 10 ans. Fait que 10N. FV, PMT, N. Present value. La valeur aujourd'hui de la composante dette. Fait que c'est pas 4 900 000, c'est vraiment 4 799 225. Present value de la dette. Ouais. Fait que là, le taux d'intérêt effectif pour la composante passive, il ne nous donne pas. Il faut le calculer nous-mêmes avec la calculatrice financière. Fait que compute I. Puis ça, dans le fond, il faut savoir c'est quoi le taux effectif pour savoir c'est quoi comment qu'on va multiplier la charge d'intérêt financier à chaque paiement de PMT ou à chaque clôture. Fait que 5 millions dans FV. Ensuite, 175 000 dans PMT, 10N. Le present value, on le met en négatif dans la calculatrice financière toujours. Fait que 4 799 225 en négatif PV. Puis là, on fait compute I. Ça donne 3,99%. Ah, attends une minute. Non. Quelque chose d'autre qu'il faut ajuster, c'est que c'est vrai que la durée, c'est de 10 ans, mais les paiements sont à chaque 6 mois. Fait que, vu que il y a 10 ans de durée de vie, puis on fait des paiements à chaque 6 mois, il n'y aura pas 10 paiements, il y en aura 20. Fait que N, ce sera plutôt 20 semestres. Fait que ici, cela il faut l'ajuster. Fait que c'est pas... Attends, je vais juste le refaire avec ça. Fait que 20 N, fait que 20 semestres. 5 millions FV, 175 000 PMT. En négatif, le present value fait 4, 7, 9, 9, 2, 2, 5 négatif PV. Puis là, on fait compute I. 3,79%. OK, parfait.
Fait que là, 3,79%, c'est avec ce montant-là. Ouais, c'est marqué ici. Parfait, je me suis pas trompé. Fait que, oups. Ouais, c'est marqué ici dans la solution, c'est vraiment 3,79%, c'est le taux d'intérêt effectif à chaque 6 mois. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend la valeur comptable v'là 6 mois, 4,799,225 de notre dette, fois le I qu'on vient de calculer, fait que fois 3,79%. Ça va être le montant qu'on va mettre dans débit charge d'intérêt financier. Fait que ça donne 181 891. Puis la différence entre le débit 181 000 puis le crédit 175 000, il faut rajouter un montant au crédit pour égaliser. Fait qu'on va mettre crédit, l'emprunt obligataire, le passif financier. De la différence entre les deux, fait que c'est 6 891. Ouais, c'est ça. 6 891. Parfait. Fait que ça, c'est la première écriture de 2002. La deuxième écriture de 2002, c'est le deuxième paiement de PMT, c'est le 31 décembre. Fait qu'on a fait celui du 30 juin 2002. Fait que là, le prochain. Fait que là, encore une fois, charge d'intérêt financier au débit. Au crédit, ça serait la caisse, le PMT à chaque 6 mois. Fait que le crédit caisse PMT, on le sait déjà, c'est tout le temps 175 000. Puis, pour la charge d'intérêt financier, il faut prendre c'est quoi la nouvelle valeur comptable, voilà 6 mois, fois encore 3,79%. Fait que là, la valeur comptable, c'est celle de départ 4 799 225, plus à l'écriture du 30 juin 2002, on a crédité l'emprunt obligataire de 6891, fait que ça devait augmenter sa valeur comptable de ce montant-là. 6891. Fait qu'après l'écriture du 30 juin 2002, la valeur comptable de l'emprunt obligataire, la composante juste dette, c'est 4 806 116. Fait que c'est avec ce montant-là qu'on va comptabiliser la charge d'intérêt financier du 31 décembre 2002. Fait que ce montant-là fois le taux d'intérêt effectif de chaque 6 mois, ça donne 182 151. Est-ce que pour ce que je fais en ce moment, tu comprends bien ou est-ce que tu avais des questions? Ouais, il est difficile celui-là, ouais. Ça mélange un peu. Ouais. Ok, c'est parfait. Puis aussi, j'ai un autre. Ouais. J'ai un autre tutoriel que j'avais fait pour l'intra aussi. Je vais t'envoyer le lien là. Puis il était super bon, fait que ça va t'aider encore plus de pouvoir le consulter. Fait que là, ici, dans le fond, la deuxième écriture de 2002 qu'on fait, ben, c'est le deuxième paiement de PMT semestriel, 31 décembre 2002. Fait que ça serait la différence entre la charge d'intérêt financier et le crédit caisse, c'est qu'est-ce qu'on met dans. Ça fait varier la valeur comptable du passif financier emprunt obligataire. Fait qu'il faut rajouter un montant au crédit pour égaliser. Puis la différence entre 182 000 et 175 000, fait que c'est 7 152. Fait que là, ici, dans le fond, ça nous disait dans le point B, calcule la charge d'intérêt de l'exercice terminé le 31 décembre 2002. Fait que dans le fond, c'est quoi la charge d'intérêt totale de 2002? Ben, c'est celle qu'on a comptabilisée au 30 juin 2002, c'était charge d'intérêt financier de 181 891. Puis en 2002, aussi, on a comptabilisé une deuxième fois une charge d'intérêt financier, c'est-à-dire à l'autre paiement de PMT, de 182 152. Fait que si on fait le total de 181 891 plus 182 152, ben ce sera la charge d'intérêt financier totale de 2002. Fait que c'était pas mal ça pour ce point-là B. Puis, ouais. Ouais, c'était pas mal ça. Ensuite, pour le point C, le 2 janvier 2003, alors que le cours de l'action est de 75 $ par action, un certain nombre d'obligataires, 80%
des obligations sont convertis. On convertit 80% des privilèges de conversion de toutes nos obligations, enregistrer l'écriture requise pour la comptabilisation de 80% des emprunts obligataires convertibles. Fait que là, ici, 2 janvier 2003, on va convertir 80% de nos privilèges de conversion. Puis 80% de l'emprunt obligataire sera supprimé aussi. Puis capitaux propres. Fait que, premièrement, quand on convertit des privilèges de conversion, on ne fait pas de débit caisse. Quand il y a des privilèges qui sont convertis, on ne reçoit pas d'argent. C'est juste quand c'est des bons qui sont convertis que nous, on reçoit de l'argent. Fait qu'on ne met pas de débit caisse, mais il faut supprimer la composante passive puis la composante capitaux propres lors de la conversion de privilèges de conversion. Puis le total des deux, on va mettre ça dans action ordinaire. OK, fait que là, on exerce au 2 janvier 2003. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne va pas exercer 100% de nos emprunts obligataires. Uniquement 80% qui sont exercés. C'est ça que c'est marqué ici. Juste 80%. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va être la valeur comptable fois 80% qu'on va supprimer. Vu qu'on n'utilise pas toutes nos emprunts obligataires, on utilise juste 80% de nos emprunts obligataires convertibles pour les transformer en actions ordinaires, ben, il y a juste 80% qui est transformé en actions ordinaires, fait que ça veut dire qu'on va juste supprimer 80% de la valeur comptable de la composante capitaux propres puis passifs. Si ça avait été tous les emprunts obligataires convertibles qui étaient convertis, on aurait mis 100% de la valeur comptable de l'emprunt obligataire au débit, 100% de la valeur comptable du capitaux propres, privilège de conversion au débit. Fait que là, il faut se demander c'est quoi la valeur comptable du privilège. Bien, dans le fond, le capitaux propre privilège ou capitaux propre bon, la valeur comptable ne change jamais à travers le temps. C'est tout le temps celle qu'on a comptabilisée au début. Fait que 100 775, ça c'est la valeur comptable pour 100% de nos emprunts obligataires convertibles. On veut supprimer juste 80% de ce total-là. Vu qu'il y a juste 80% de toutes nos obligations qui sont converties, on va juste enlever 80% de la valeur comptable. Fait que 100 775 fois 80%. « 100 775 fois 80%. Ça donne 80 620 au débit. Ensuite, j'ai mis trop haut. Ici, c'était la valeur 80% de la valeur comptable du privilège. Fait que 80 620 au débit. Ensuite, là, on veut supprimer 80% de la valeur comptable de la composante passif emprunt obligataire le jour qu'on convertit 2 janvier 2003. Fait que là, il faut se demander, premièrement, c'est quoi la valeur comptable de l'emprunt obligataire cette journée-là? Ben, là, au début, le 31 décembre 2001, on avait une valeur comptable pour la dette de 4 799 225. Au 30 juin 2002, elle a augmenté de 6 891. Au 31 décembre 2002, elle a augmenté de 7 152. Puis 2 jours plus tard, on convertit. Fait que là, entre le 31 décembre 2002 puis le 2 janvier 2003, on ne va pas faire une écriture pour comptabiliser débit, charge d'intérêt, crédit caisse de 2 divisé par 365 jours. Il s'est juste passé 2 jours, tu sais, fait que on n'ajuste pas. La valeur comptable au 31 décembre 2002, après l'écriture, ça va être la même qu'au 2 janvier 2003. Fait que la valeur comptable de la dette au 2 janvier 2003, ça va être 4 799 225. Le 30 juin 2002, on l'a augmenté de 6 891, la valeur comptable de la dette. Là, au 31 décembre 2002, on l'a augmenté en mettant au crédit emprunt obligataire de 7 152. Fait qu'au 2 janvier 2003,
la valeur comptable de 100% de notre dette, ça serait « 4 813 268. » Est-ce que pour ça, tu me suis? Parfait. Fait que là, maintenant, on veut juste supprimer 80% de 100% de la valeur comptable de notre dette emprunt obligataire. Fait que 80% de tout ça, ça serait 3 850 614,40. Fait que c'est le montant qu'on va supprimer. On va supprimer 80% de la valeur comptable de la dette. Fait que 3 850 614,40 $ au débit. On a mis au débit 80% de la valeur comptable du privilège, que c'est celle du départ qui ne change jamais. Puis là, ça, le total des deux qu'on a débité, ça s'en va dans action ordinaire au crédit. Fait que 3 931 234. Ça va pas 131 234,40 $. Parfait, c'est bien ça. Fait que dans le fond, c'était tout pour cet exercice-là. Fait qu'au début, on a fait l'écriture à l'émission le 31 décembre 2001. Puis là, ensuite, on a fait, il y a deux écritures qu'il fallait faire en 2002. C'est à chaque paiement de PMT, puis aussi à chaque clôture. Puis là, le premier paiement de PMT, c'est le 30 juin 2002. Le deuxième paiement de PMT, c'était le 31 décembre 2002. Puis là, ça tombe bien, c'est en même temps que la clôture. Fait qu'on a fait toutes les écritures qu'il fallait faire en 2002, les journées qu'on paye le PMT, puis la journée de la clôture. Fait que 30 juin puis 31 décembre. Puis là, 2 jours après la clôture de 2002, le 2 janvier 2003, il fallait convertir 80% de notre emprunt obligataire convertible en action ordinaire. Fait qu'on a supprimé 80% de la valeur comptable de la dette emprunt obligataire, 80% de la valeur comptable du privilège, puis le total des deux, on a mis ça dans crédit action ordinaire. Fait que c'est tout pour cela. Ouais. Fait que